Salut à tous et bienvenue sur ValetPL Multi-TCG. Comment ça va les fous? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui je viens vous parler de Pauper Duel Commander. Vous l'avez vu forcément dans le titre, dans la miniature. Aujourd'hui on va parler des staples. C'est une vidéo qui m'a été pas mal demandée pour présenter un petit peu quelles sont les cartes qui sont pas automatiquement jouées dans les différentes couleurs mais qui sont quand même beaucoup jouées. Et je vous ai du coup fait une petite sélection entre 15 et 20 cartes par couleur. Parce que les cartes multicolores, il y en a très peu, donc c'est pour ça que je me suis pas embêté à vous en parler. Donc 15 à 20 cartes par couleur et ça vous permettra d'avoir une base sur quand vous buildez les bonnes cartes, on va dire, que vous pouvez mettre dans votre deck. Évidemment, ça dépend beaucoup de votre commandant. Si vous jouez blanc, ne jouez pas les 17 cartes blanches que je vais vous montrer spécifiquement. Réfléchissez un petit peu si c'est pertinent dans votre deck, mais au global, voilà, vous aurez au moins ce petit sac de quelques cartes pour piocher dedans. Et ensuite, au fur et à mesure que le format vit, vous aurez des decklists sur lesquels vous appuyez pour peut-être construire vos propres decks ou même d'autres ressources sur Internet. En plus de ça, je vous ai concocté quelques commandants, enfin une liste avec des commandants un peu sympas du format pour voir à quoi ça ressemble, mais pas de decklist associée à ces commandants. Parce que le but, c'est que chacun y aille un petit peu de son build et trouve des trucs cool à faire avec les différentes possibilités. 5800 ou 5900 possibilités de cartes qui peuvent être des commandants en Unco. Donc voilà, il y a de quoi faire. Même si dans tout ça, il y a évidemment plein de crap, mais il y a quand même beaucoup de trucs cool. Et je le rappelle, ce n'est pas forcément légendaire. Pauper Duel Commander, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ont cliqué sur la vidéo, ils sont en mode mais de quoi il parle? Bah, tout simplement, c'est un nouveau format, enfin, c'est pas vraiment nouveau, mais c'est remis un peu au goût du jour par une petite team de joueurs bordelais qui se sont dit, bah, venez, on aime le DC, on aime le Pauper, on essaie de faire revivre le truc un peu en France. C'est aussi actif dans d'autres communautés dans le monde, mais pas avec exactement les mêmes règles. Du coup, là, on a une version un peu made in France avec une banlist qui est déjà accessible sur le site. Vous avez le lien en description, pauperduelcommander.fr. Bravo à Mikadou pour avoir fait le site, il est vraiment carré solide, ça régale. Sur lequel vous avez déjà des exemples de decklist. Mais voilà, je vous enjoins à plutôt aller voir d'autres commandants, essayer de builder vos propres trucs plutôt que de simplement prendre une decklist déjà faite si vous vous sentez l'âme d'un aventurier. Si vous n'avez pas envie de vous embêter, c'est très bien de prendre une decklist qui existe déjà pour justement faire vos premières armes dans le format, bien évidemment. Du coup, qu'est-ce que c'est, disais-je? C'est tout simplement du Duel Commander, donc 1v1, 20 points de vie, 100 cartes différentes avec un commandant. Le commandant doit avoir été unco, mais pas forcément légendaire, et les cartes dans le deck doivent avoir été communes dans leur vie de carte. Si c'était des unco, puis ça a été édité en commune, puis en unco, ça a été une commune à un moment donné, c'est bon. Donc, grosso modo, vous regardez la légalité des cartes par rapport au Popper ou au Popper EDH, qui est la version multijoueur, et quasiment toutes les cartes coïncident niveau légalité. Donc voilà, vous embêtez pas là-dessus. Si vous voulez voir un affrontement, j'en ai déjà fait un justement avec Mikadou sur la chaîne, voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et je vous ferai d'autres contenus bien évidemment, parce que ce format je le trouve très agréable à jouer, à builder, très convivial, pas cher du tout. Plein de bons arguments pour ce format, donc j'ai envie de le pousser un petit peu justement en France. Donc n'hésitez pas à tester ça. En plus que les decks coûtent vraiment pas cher, etc. Tu connais. C'est justement pour vous aider à vous mettre un petit peu dans le format que je fais cette vidéo. Et j'en profite bien évidemment, pour ceux qui voudraient tester le format lors d'un tournoi, bam, il y a le premier tournoi de Pauper Duel Commander à Toulon. Alors il y a déjà eu des tournois en France, c'est pas le premier de France, c'est le premier qui aura lieu à Toulon, organisé par le Fight Club MTG VAR. Je les remercie de me faire confiance sur ce format et d'avoir utilisé un des créneaux du mois de mars. Du coup, ce sera le 20 mars pour faire du Pauper Duel Commander. Vous voyez les détails là à ma gauche. Si vous voulez plus de détails, je mets en description le mail de contact pour s'inscrire au tournoi. Donc vous envoyez un petit mail, bonjour, je souhaite m'inscrire pour tel tournoi et tout, comment ça se passe. Et la personne qui gère ça dans l'association va vous répondre. Je précise, je ne fais pas partie de cette association, c'est juste une asso dans laquelle je joue souvent à Magic, notamment en Duel Commander. Et je leur ai demandé, est-ce que vous pouvez faire un petit tournoi Pauper DC en mois de mars, on voit comment ça se passe. Et la réponse a été positive, donc je les remercie. Franchement, Pierre, tu régales, Jérémy, tu régales, vous régalez tous. Et en plus de ça, il y a déjà pas mal de joueurs qui sont intéressés au format. Je dirais à vue de nez qu'on est déjà environ 8 à s'inscrire au tournoi, sachant que la plupart des tournois, on a environ 16 joueurs. Donc voilà, si vous voulez, il y a jusqu'à 28 places au total, donc il reste une vingtaine de places si ça vous intéresse. N'hésitez pas à contacter par mail du coup l'association pour participer au tournoi. Il y a des decks au prêt. Moi, j'ai actuellement 5 decks, je crois, de monter pour le format. D'ici à ce que le tournoi ait lieu, j'aurai sûrement 2 voire 3 autres decks. Donc, je pourrais prêter
un peu n'importe quoi pour les personnes qui veulent tester. Enfin, n'importe quoi. Parmi ce que j'ai, bien évidemment, j'aurais pas tout le format de montée, mais vous m'avez compris, donc ça ne vous engage à pas grand-chose. Si vous voulez tester, hop, vous me contactez pour que je vous prête un deck et vous contactez l'asso pour vous inscrire, et ensuite on est parti. Contactez-moi avant si vous voulez que je vous prête un deck, attention, parce que si jamais vous ne le faites pas et que tout le monde se pointe en disant «Salut PL, tu peux me prêter un deck?» j'en aurai sûrement pas assez. Donc attention, voilà, dites-moi en MP Discord ou autre, ou sur le Discord de l'association, si vous souhaitez que je vous passe un deck pour essayer. Bref, sans plus attendre, donc merci beaucoup encore une fois à l'association qui organise ce tournoi, j'ai très hâte d'y être, et je vous ferai un petit débrief bien évidemment du tournoi une fois qu'il sera fait. Je commence par vous présenter des petits commandants, du coup je suis sûr que ça va vous plaire. J'ai fait 5 catégories pour vous les présenter. On commence par les commandants midrange, Garland, Knight of Cornelia. Alors ça c'est c'est midrange en fait parce que tantôt on peut le jouer contrôle, tantôt on peut le jouer aggro, avec la même decklist. Decklist notamment qui est joué dans l'affrontement dont je vous parlais tout à l'heure. Donc voilà, ceux qui veulent un truc un peu entre les deux, c'est un très bon point de départ, c'est excellent. Les meilleures couleurs du format sont certainement le noir et le rouge. Je ne sais pas quelle est la meilleure entre le noir et le rouge justement. J'aurais tendance à dire le noir pour les interactions et les sorts de pioches, mais le rouge est quand même pas en reste parce que les blasts, ce sont des anti-bats premium dans le format qui en plus font office d'anti-joueur en directement tuant votre adversaire. Donc vraiment, Rakdos, c'est la bicolorité qui, je pense, est la meilleure, sachant que voilà, on n'a pas accès à beaucoup de tricolorité. Donc forcément, le choix est restreint. Et Garland, c'est un commandant qui est excellent, qui va du coup vous perdre un petit peu de sélection. Donc pas vraiment de card advantage, mais de quality advantage à chaque fois que vous lancez des spells non créatures. Et plus tard dans la partie, ce sera une 5-5 fly pour 7 quand il est géré. Donc ça, c'est très bien aussi, puisque souvent les commandants deviennent obsolets assez rapidement dans le format s'ils se font gérer plusieurs fois d'affilée, hein, bien évidemment. Et celui-ci, non, il est justement bonifié quand il se fait gérer plusieurs fois, parce qu'ensuite il devient plus costaud. Greta, qui est un petit peu le penchant vert de Garland, du coup, quid des anti-bêtes et des blasts rouges. Là, on a des bonnes bêtes et une synergie food qui permet soit de grossir nos bêtes, puisque pour un mana vert, on sacrifie une food, on met un marqueur +1/+1 sur une bête, soit de sacrifier une food pour piocher une carte et perdre un point de vie pour 2 mana. Et elle-même, c'est une 3-3 pour 3 qui fait un food évidemment quand elle arrive en jeu. Avec Tortue Ninja, il y a 3, 4, voire 5 bonnes cartes food qui rentrent dans le deck. Donc quand même, sachant qu'on compte environ 60, 65 cartes actives par deck, 4-5 cartes qui viennent enrichir le deck, c'est très bien. On a des bons anti-bêtes noirs, on a des bonnes bêtes noires et vertes. On joue mid-range. Tantôt on peut grossir nos bêtes pour faire la bagarre, tantôt on peut juste faire de la value avec nos food si on a besoin. C'est vraiment un pack que je trouve sur le papier, je ne l'ai pas encore testé, mais je vais bientôt le monter. Très cool, et de toute façon, il n'y a que des bonnes cartes dedans, donc vraiment, aucun doute que le pack est bon. Pour les petits malins, les petits coquins qui veulent jouer Enchantress, eh bien il y a le Satyre Enchanteur, 2-2 pour 3, qui, quand on caste un enchantement, on pioche une carte. Alors ça, typiquement, voilà, c'est le deck qui n'aime pas trop affronter Rakdos, parce que le Satyre Enchanteur a beaucoup de mal à rester sur le board contre Rakdos, mais contre les autres decks un peu plus permissifs, on va piocher pas mal de cartes, et du coup, tantôt avoir des gestions, tantôt un petit peu d'accélération, tantôt des permanents, juste des buffs de nos créatures par exemple, ou simplement de la value, enfin bref, plein de petites choses que vous pouvez imaginer en Célestia Enchantement réunies là-dedans. Assez cool comme pack, et pas mal de listes différentes, je pense, qui peuvent être buildées. On peut faire un Voltron, on peut faire un espèce de pack un peu contrôle, c'est pour ça que je le mets dans midrange, parce que généralement on va jouer plutôt des cartes de mid-game. Skirmish Rhino, ça c'est magnifique. Ça c'est magnifique, il y a une decklist qui est sur le site si vous voulez aller la voir, sur le site popper duelcommander.fr, c'est extraordinaire. Pour 3 en Abzal, on a une 3-4 trample qui fait drain de vide quand elle arrive en jeu, et on joue que des bonnes cartes dans ces couleurs-là et on se régale. Voilà, je peux pas vous en dire moins, vous en dire plus, c'est juste ça. Et Monsieur Orfeo, c'est un peu pareil, pas dans les mêmes couleurs et un peu plus bagarre. On a une 2-4 pour 4 dans les couleurs Jund, donc noir, rouge et vert. Quand on attaque, on double la force d'une créature ciblée jusqu'à la fin du tour. Donc lui-même marche avec lui-même, donc on peut avoir une espèce de 4-4 pour 4. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que quand on le joue et qu'on attaque avec notre drop 3 par exemple, la force du drop 3 est doublée. Donc c'est en fait le penchant un peu bagarre du Rhino. On a une command zone un petit peu moins sexy toute seule. Par contre, mis en commun avec d'autres cartes, notamment
quelques elfes pour ramper dans des tours 3, typiquement, on commence à faire bien comme il faut la bagarre. Et quand on attaque avec des 4-2 trample qui ont leur force doublée au tour 4, dans un format comme ça fait des trous, hein. Ça fait des beaux trous. En plus que Monsieur Orfeo lui-même, comme je vous le disais, au pire des cas, il peut aller mettre quelques coups de pelle, quelques coups de pioche. Il est costaud, enfin quelques coups de marteau, vu le skin. Donc ça, c'est aussi intéressant. Et ça, c'est mid-range, mais c'est plutôt ramp. Enfin, il y a le penchant mid-range, il y a le penchant Izzet Affinité, Arthos Affinité, pardon. Il y a le penchant ramp. Là, j'ai testé, du coup, j'ai build une liste ramp pour un collègue. C'était assez explosif, mais malheureusement, ça perd un peu sur anti-bet, donc on a mid-rangisé un petit peu. C'est 3-1 pour 5 cascades. Donc quand on le caste, on va cascader jusqu'à trouver un truc qui coûte 4 ou moins et le mettre en jeu. Et les spells qui coûtent 6 ou plus ont la cascade. C'est très fort si ça reste sur le board. Évidemment, votre adversaire sait qu'il ne faut pas que ça reste sur le board, donc le gère un peu à vue, le Emoti. Mais c'est pour ça que la version midrange est un peu plus intéressante, puisque au lieu de cascader et d'espérer que ça reste en vie pour aller jouer une grosse cascade derrière, on a un petit peu moins de payoff et on a beaucoup de bons drop 3 et 4 qu'on a rajouté dans la liste pour justement cascader dans des bons drop 3 et 4 avec Emoti. Donc souvent, vous allez pouvoir faire Emoti tour 4 très régulièrement, quelques fois tour 3, mais généralement c'est plutôt tour 4. Vous allez du coup, au tour 4, développer 5 de mana avec Emoti, plus ce que vous cascadez. Une chance sur 2 à peu près trouver un drop 3 ou 4 impactant. Donc vous développez entre 8 et 9 de mana au tour 4, voire au tour 3. Voilà, c'est fort. C'est fort quand ça se passe comme ça. Quand vous cascadez dans des trucs pas ouf, malheureusement, le deck est moins fort. C'est un peu un deck casino, mais il reste extrêmement plaisant à jouer. C'est un des decks les plus plaisants que j'ai eu à jouer du format pour l'instant. En aggro, alors là je remercie Mikado qui m'a recommandé quelques commandants qui n'étaient pas forcément beaucoup build en plus, donc ça c'est cool, ça vous permet vous-même de vous faire une idée sur un build et d'essayer ça. On a le Forsaken Miner pour un mana noir, c'est une 2-2 qui ne peut pas bloquer, donc là c'est mono noir aggro dans toute sa splendeur. Quand on commet un crime, on peut payer 1. Si on fait ainsi, on renvoie le mineur du coup de notre cimetière sur le champ de bataille, dégagé, mais bon, il peut pas bloquer, donc ça sert pas à grand chose. Et pour commettre un crime, il faut cibler grosso modo quelque chose que contrôle votre adversaire, que ce soit une carte dans le cimetière, sur la pile, en jeu. Donc c'est très facile en noir de commettre un crime. Et c'est l'avantage de ce Forsaken Miner, c'est que c'est un super tourin. Into, quand il s'est fait gérer une fois, bah, vous le mettez au cimetière et vous allez plus tard le payer tout le temps pour 1. Donc c'est aussi assez relou pour votre adversaire de tout le temps avoir un Forsaken Miner qui va revenir. Surtout quand vous interagissez, donc ça veut dire que vous avez normalement tué quelque chose par exemple pour votre adversaire, puis remis une 2-2. Donc c'est comme si tous vos spells, on va dire, de gestion disaient pour 1 mana, mettez une 2-2 en jeu en plus. Et ça commence à être un peu fort, un peu relou pour l'adversaire. Ensuite, on a le renard renforcé. C'est assez marrant la façon dont il marche, lui. C'est une 2-2 pour 1 haste. À la fin de notre tour, on renvoie le renard renforcé dans notre main. Donc tous les tours, en fait, et lui, pareil, il n'a pas de taxe de commandant. Tous les tours, à chaque fois qu'on le joue pour 1, on va mettre 2 points, puis à la fin, le reprendre dans notre main. Sauf s'il s'est fait tuer, bien évidemment, par l'adversaire. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand sur le board il passe plus, on va pas juste le caster pour le caster, on peut le défausser pour 2 pour piocher une carte. Et comme c'est pas une carte qu'on a piochée artificiellement, mais qu'on a joué de notre zone de commandement, pardon, on peut du coup le défausser et on a fait une plus-value. Si on n'a pas besoin de le caster. Et du coup, comme il retourne en zone de commandement, on va pouvoir le recaster par exemple pour 3. Puis il met ses 2 petits points, il revient dans la main. Ensuite, on repaye 2, on pioche. Donc c'est hyper intéressant comme mécanique de ces aides. Et en plus que c'est un artefact, donc ça peut avoir un intérêt avec d'autres cartes du pack. Arabella, bon ça, ceux qui ont joué en multi, et notamment en multi EDH Popper, vous connaissez. Pour Orzhov, pour Boros, on a une 1-3 pour 2. Quand elle attaque, elle est légendaire et artefact, hein, évidemment. Quand elle attaque, elle inflige X blessures à chaque adversaire et vous gagnez X points de vie, X étant le nombre de créatures qui ont une force de 2 ou moins, donc elle-même se compte. Et le but c'est de mettre plein de petits kikis. Vous mettez Arabella, vous attaquez, vous faites un drain de vie 8, 9, 10, et en plus des points que vous avez mis du coup avant de jouer Arabella et d'attaquer avec elle, bah, l'adversaire il est un petit peu mort quoi. Donc c'est straight to the point, voilà, que des petites bêtes, on attaque, on fait un drain de vie et on y va. Théoden, le roi du Rohan, pour 3, on a une 2-3. Quand Théoden arrive ou un autre humain arrive sur le champ de bataille, sous notre contrôle, une créature ciblée gagne double strike jusqu'à la fin du tour. Et il y a plein de bons humains, même en commune Unco, enfin en commune du coup, parce que l'Unco c'est Théoden. Il y a vraiment plein de bons humains à jouer.
Donc ce Théoden propose une version Orzhov, qu'est-ce que j'ai avec Orzhov? Une version Boros, pardon, bagarre, et la double strike sur des humains, il y a pas mal qui sont 3-1 pour 2. Ça cogne très très vite, mais très très vite. Donc faut pas faire le fiero. Bloodbraid Elf, encore une fois en aggro pour 4, on a une 3 de haste cascade. Là, on va pas chercher à craquer la cascade avec ce Bloodbraid Elf. Pour Bloodbraid Elf, on va juste chercher un bon spell, en plus d'avoir une 3 de haste. Le but de ce deck là, j'ai monté ma version du coup qui est presque mono rouge avec quelques bonnes cartes vertes et Bloodbraid Elf. On peut aussi la faire presque mono verte avec quelques cartes rouges comme par exemple des blasts etc. et Bloodbraid Elf. Et c'est pas du tout le même build. Dans mon build on va jouer vachement aggro avec des burn spells etc. Et on va essayer d'avoir l'adversaire comme ça. Dans l'autre build on va jouer un petit peu de rampe notamment à 1 et 2. Enfin plutôt à 1 idéalement, pour faire au tour 3, enfin au tour 2, un tour 3. Du coup, on est costaud. Et au tour 3, on joue Bloodbraid Elf qui a de grandes chances de cascader dans des pâtés à 3. Et on joue aussi un petit peu plus de late game que dans la version rouge, parce que comme on a accès à des elfes, etc., on va pouvoir caster plus facilement des pâtés. Donc il y a la version, je dirais, verte un peu mid-range, et il y a la version plutôt rouge aggro. Je pense que la version rouge aggro est meilleure, c'est pour ça que je l'ai mis ici, mais typiquement, ça c'est un commandant qui a 2 builds différents, que vous pouvez jouer de façon différente, et c'est très cool. Dans les combos, là, bon, vous amusez. Ah, qu'est-ce qu'il fait là, Bloodbraid Elf, par contre? Allez, ça dégage. Euh, Ah, et ça la supprime d'ici. Bah, c'est super. Je la remettrai pour ceux qui veulent accéder au lien dans la description. Je sais pas ce qui se passe avec le site. Dans les commandants combos, du coup, vous amusez pas trop à builder vous-même les decks parce que c'est compliqué. Il y a des gens qui l'ont déjà fait. Donc vous pourrez retrouver ça sûrement par-ci par-là sur internet ou sur le Discord ou sur le site, peut-être même bien. 3 prétendants dans la catégorie combo, du coup, de bons decks combo, parce que sinon il y en a plein, mais qui n'ont pas forcément fait leurs preuves. IZ Guildmage, qui va combo avec différentes cartes, mais notamment des cartes qui vont blinker, etc., pour faire des boucles de Mnemonic Wall, et entre autres. Ça peut combo avec d'autres choses, mais grosso modo, c'est un peu ça le but. Longfen, qui va tout simplement combo avec le Brute Scale, donc le 2-2 pour 2 qui prend un marqueur, quand il prend un marqueur, crée une 0-1 qui sacrifie pour du mana, et du coup vous sacrifiez la 0-1, trigger de Longfen, vous mettez un marqueur sur le 2-2 qui devient 3-3, qui du coup refait un token, donc ça fait une infini avec infini mana incolore, et si vous mettez quelque chose à côté, bah du coup vous pouvez utiliser votre mana pour faire plein de dingueries, etc. L'avantage de Longfen, c'est que c'est un deck un peu mid-range qui va chercher à assembler la combo et qui, quand elle assemble la combo, bah, généralement vous gagnez la partie. Si elle n'est pas assemblée, comme vous avez un pack mid-range Golgari, pas de galère, vous pouvez de toute façon faire une game. Cormella, Glamour Thief, là c'est une combo un peu plus complexe que je ne vais pas spécialement détailler ici, mais en gros vous allez devoir la sacrifier pour avec son trigger de mort reprendre, enfin trigger quand elle meurt, hein, je n'insulte pas son trigger évidemment, reprendre un instant ou un sorcerer du cimetière qui vous permettent de la faire revenir en la réanimant, et du coup vous faites des boucles de Cormella avec à chaque fois vous payez comme elle a la haste pour créer 3 mana pour payer le sort et gagner du mana pour jouer des sorts. Vous avez un modeur de sac, forcément pour tuer Cormella et la reprendre, la rejouer, etc. Si le moteur de sac génère quelque chose comme du mana, c'est mieux, et c'est le cas normalement. Donc vous faites globalement mana infini, TB infini, etc. Et avec ça, vous allez normalement insérer dans la boucle après quelque chose qui va tuer votre adversaire, soit en sacrifiant Cormella en boucle, soit en lui mettant des dégâts, en reprenant plein de fois d'affilée ensuite une Lightning Bolt que vous rejouez. Vous pouvez tuer de plein de façons, mais ça demande des setups à chaque fois différents. En contrôle, on a le Baleful Strix, Dimir contrôle, voilà, avec une super bête qui va tuer une bête en face et piocher une carte. Rien de spécial à dire là-dessus. Réflector Mage qui est Azorius, j'ai pas encore vu de liste, mais c'est assez cool. 2-3 pour 3 qui va renvoyer une créature dans la main de l'adversaire et il ne peut pas la rejouer le tour d'après. Donc ça permet de bien prendre la tempo et ça embête beaucoup de zones de commandement sur Réflector Mage. Crackling Drake, bon, ça c'est un kill, on joue IZ Control et on tue au Crackling Drake quand il est bien chez Géchar. Et Queza, Augur of Agonies, ça c'est le penchant Esper du coup de Baleful Strix. On a une CZ qui va beaucoup plus tuer que le Baleful Strix qui a beaucoup de mal à tuer tout seul. Par contre, elle coûte plus cher. Ça a un coup sur la mana base, mais ça donne accès à de très bonnes cartes blanches de contrôle, que ce soit pour gagner des points de vie, pour pas trop mourir contre aggro, pour avoir des gestions aussi un peu plus clean, à plus de permanents, parce qu'en Dimir on galère un peu. Donc on va dire que c'est beaucoup plus complet comme deck contrôle.
mais la CZ est un peu moins, c'est un peu moins le Joker de tour 2, Baleful Strix, histoire d'avancer dans le deck et de pouvoir faire un petit peu de belle magie avec ça. Les builds sont quand même assez différents parce que notamment il y a beaucoup de bêtes dans Baleful Strix qu'on peut pas jouer dans Quetza parce que ça n'a pas trop d'intérêt à aller jouer dedans. Et enfin, Commandant Wilson dans la 5e catégorie. Je le cite, pourquoi? Parce que ce Wilson, donc déjà il est 2-2 pour 2, un contre carafe, vigilance, reach, trample, ward 2, et on choisit un background, et ben c'est pour ça que j'en parle. C'est parce que suivant la couleur de background que vous allez mettre avec Wilson, vous allez avoir 4 builds hyper différents. Bon, techniquement, il y en a 5 avec le mono vert, mais on ne joue pas. À pas jouer mono vert, ça n'a pas trop d'intérêt avec Wilson, enfin en tout cas il me semble. Et pour la règle des backgrounds, c'est comme pour les partenaires en DC. Quand vous jouez l'un, vous ne pouvez pas jouer l'autre. Donc en gros, quand vous jouez Wilson avec un background, vous allez jouer que Wilson. Et le background ne sert qu'à avoir une couleur en plus. Ça ne sert pas à être joué en même temps. Donc la version Golgari va être un petit peu bagarre, hein, comme toutes les versions Golgari. On a des bonnes bêtes, on a un bon drop 2, on y va. La version Célestia va être un petit peu plus mid-range, un peu comme l'Enchanteur, comme je vous disais tout à l'heure, un peu en mode Voltron. La version avec du bleu va être Tempo, on va justement mettre quelques enchantements, quelques buffs sur le Wilson, et ensuite on a des boons, des petits counterspells, etc. Exactement comme la version en Duel Commander. Et la version Grul, elle va être un peu plus comme l'elfonate sanguinolente que je vous présentais tout à l'heure. On fait la bagarre avec des bêtes. C'est mi-aggro, mi-midrange. Sauf qu'en zone de commandement, vous avez un super tour 2 en la personne de ce Wilson. Donc voilà, je le cite parce que c'est trop cool d'avoir 4 decks différents avec une même carte. Ensuite, on passe au staple. Et évidemment, vous retrouvez dans la description les listes que j'ai utilisées pour faire la présentation. Pour les commandants, vous n'avez pas trop besoin. Par contre, pour les staples, vous aurez peut-être besoin. Alors, il y a un commandant, c'est juste parce que ça donne accès à 5 couleurs. Ça permettait d'avoir une decklist techniquement légale. En blanc, je vous fais la présentation rapidement parce qu'il y a quand même beaucoup de cartes. Bénévolente Bodyguard, le petit drop 1 qui se sacrifie pour protéger votre commandant la plupart du temps. Donc ça, c'est excellent. C'est très souvent joué dans les decks blancs. Ephemerate, dès que vous avez des trucs un petit peu cool en ETB, c'est excellent, c'est vraiment une carte qui est très puissante. Globalement, toutes les cartes de Modern Horizon communes sont assez puissantes et on a envie de les jouer dans le format. Le duo d'inspecteurs, Super Tourin qui crée 2 Game Objects et en plus qui fait de la value plus tard. 14 Commando et Westfall Rider qui sont un peu la même carte. L'un a le flash, l'autre se sacrifie gratuitement pour faire la même chose mais que en sorcerie. Voilà, vous faites votre choix si vous voulez jouer qu'un des deux. Je pense que 14 Commando est meilleur. Mais bon, les deux sont très bons. Dawnbringer Cleric, excellent, ça donne plein de choix, soit un peu de veille de cimetière, soit un peu de gain de points de vie, soit de la destruction d'enchantement sur un body, c'est cool. Journey to Nowhere, une des meilleures gestions en Popper Duel Commander, puisque pour 2 petits mana, on exile, et c'est dur d'exiler. Dans le format, il n'y a pas grand chose qu'il fait, donc c'est cool. Core Skyfisher qui va reprendre un permanent en main pour faire de la value. Petrify qui va être une gestion parmi tant d'autres qui en existe dans le blanc. Mais celle-ci empêche ses capacités activées d'être activées. Donc c'est hyper intéressant dans certains cas. Un super tour 2 qui fait connive en ETB. Traben Charm, extraordinaire. Ça fait de l'aide de cimetière, de l'aide d'enchantement et ça tue des bêtes, mais c'est formidable. Dawnbringer Cleric n'a qu'à bien se tenir. Helios Pilgrim, parce qu'il y a souvent dans les decks blancs une petite aura qui se balade ou deux qu'on a envie d'aller tuto, par exemple Petrify, qui est excellent du coup à aller chercher avec ce Helios Pilgrim. Et en plus, si on a un petit peu de blink, on peut aller chercher plusieurs fois des auras, notamment avec éphémérite sur Helios Pilgrim. Enfin vraiment, vous voyez, ça marche bien. Ça marche bien, on fait des trucs cool. Battle Screech qui va créer 2-1-1 fly et qui en plus, si on a une autre bête qui traîne, on peut tout de suite refaire 2-1 fly. Pour 4 mana, faire l'équivalent de 4 bêtes fly, c'est quand même insane. En plus, regardez, petit token, il est juste là. Et ouais, je joue ça, ouais. Et ouais, je joue ça. Passe Sentinelle, alors c'est pas très bon, mais ça donne le monarque, donc c'est très bon. C'est beaucoup moins bon que toutes les autres cartes qui donnent le monarque. Hein. Je sais pas pourquoi elle a pas de capacité, celle-là, comparée aux autres couleurs. Mais attention, c'est surveillé, le monarque. Donc peut-être que quand vous regardez cette vidéo dans 1, 2, 3 mois, Palace Sentinelle ainsi que les autres cartes monarques ne sont plus légales. Donc attention, checkez la banlist avant de vous lancer là-dedans. Ride's End, comme je vous le disais, c'est dur d'exiler dans le format, donc quand on peut le faire pour 2, ça fait plaisir. Et Eagles of the North, comme toutes les cartes qui se recyclent pour 1, on joue ça dans quasiment tous les decks blancs, il n'y a pas de galère, quoi. Franchement, que ce soit mono blanc ou plusieurs couleurs, on adore. En bleu, on a évidemment toute la ribambelle de piocheurs avec Brainstorm, Gitaxian Probe, Ponder, Preordain.
Des petites gestions comme Unable to Scream aussi, pour un mana, ça régale. Sur le commandant adverse, hein, bien évidemment, c'est toujours bien senti. Boomerang, ça peut renvoyer un land en jeu, donc sur le play c'est très fort, ou ça renvoie juste un truc dans la main, ça tempo c'est cool. Évidemment des bons comptes comme Counter Spell, Loose Focus, Mana Leak. Une autre gestion comme Stasis Field aussi, hein, un peu comme Unable to Scream. Deduce, le petit piocheur qui fait plaisir. Behold du Multiverse, pareil. Treasure Cruise, le gros piocheur qui fait plaisir. C'est surveillé, peut-être que c'est également ban quand vous regardez cette vidéo plus tard. Lorin Reveal, Muldrifter, voilà, plein de bons piocheurs en bleu. Et des petits payoffs comme Murmuring Mystique, qui est excellent dans les match-ups plutôt lent contrôle. Enfin, dans les decks plutôt lent contrôle. Azure Fleet Amiral, excellente carte qui vous donne le monarque et qui le reprend super facilement. Et Tolarian Terror, qui est pas staple non plus systématique de bleu, mais qui est quand même très souvent joué dès qu'on joue un petit peu de spell. Parce que si on a une réduction ne serait-ce que de 3 ou 4 mana, bah, ça fait un super body pour le format, donc c'est cool. Ouais, ne serait-ce que pour 3, déjà pour 4, on a une 5-5 Ward 2, c'est bien dans le format. En noir, j'aurais pu en mettre beaucoup plus, hein, parce qu'il y a plein de bonnes cartes noires, mais je me suis cantonné. Alors le nombre, c'est un peu random, hein, c'est juste que je regardais les decklists, et de tête, j'ajoutais des cartes que je trouvais fortes. Et je me suis arrêté quand je me suis dit, ok, j'ai un peu fait le tour, j'ai un peu tous les staples qui me passent par la tête. Blood Fontaine, bon, ça fait de la value, c'est quasiment auto-in dans tous les decks noirs. Ça vous permet de faire un petit Blood Token qui ensuite vous aide à creuser dans votre deck, à recycler une carte de votre main. Puis on reprend des bêtes de notre cimetière, ce qui est assez fort puisqu'on a toutes les bêtes en x1 seulement. Donc quand elles meurent, on les revoit normalement plus. Et avec Blood Fontaine, vous pouvez en revoir 2. Excellent, excellent, excellent. Unearth, pour un mana noir, on réanime une bête qui coûte 3 au moins. Ce qui est le cas de la plupart de nos généraux quand on joue noir. Donc on réanime notre général qui est décédé ou une autre bête. C'est trop fort, en plus ça se recycle. Enfin vraiment, ça n'a pas de défaut, Unearth, c'est trop cool. Vendetta, pour un mana, on détruit une bête non noire et on perd des points de vie équivalents à son endurance. Broken, un Curse Marauder qui fait sacrifier les 2 joueurs avec une créature non jeton. Cast Down, excellent Tibet. Deadly Dispute, excellent piocheur, tout comme Eviscerator's Insight et Fanatical Offering. Go for the Throat, trop bien. Ticing Blade, trop bien, ça fait sacrifier. Et en plus, plus tard, on le craft pour faire un espèce de drain de vie 1 qui peut tuer l'adversaire, c'est cool. Cornered by Black Mage, une bête qui fait sacrifier l'adversaire et qui en plus vous permet d'avoir une espèce de petit kill en la personne de ce petit token keeping, c'est cool. Cryptrat, staple de Popper, c'est un staple du format également. Dronin Sorrow et Arms of Hadar qui vont bien avec le Cryptrat, qui permettent de faire des mini-vras. Arms of Hadar qui coûte plus cher mais qui ne touche pas vos créatures, donc ça c'est bien. Snuff Out, un anti-bête gratuit, j'ai pas besoin d'en dire plus. Thorn of the Black Rose, bonne bête qui vous donne le monarque. Troll, pareil que pour les autres cartes qui se recyclent et qui peuvent se jouer plus tard. Et Gurmag Gangler, exactement comme le Tolarian Terror. C'est pas systématique, mais c'est quand même très souvent joué dès qu'on joue du noir. En rouge, il y a plein de blasts aussi qui pourraient être dans la liste, mais j'ai réduit, on va dire, au très bon blast. Burst Lightning, Chain Lightning, Firebolt qui se joue 2 fois, Flame Slash, Lightning Bolt, Lightning Strike, Skewer the Critics et Upgrade, pour ne citer que. À côté de ça, on a quelques bêtes un peu sympas comme Monastery Spear et Voldaren Epicure qui sont un peu free. Expérimental Synthétiseur, Reckless Impulse et Vrain's Resolve pour les spells de pioche. Reckless Impulse et Vrain's Resolve qui sont exactement les 2 mêmes cartes. C'est plus facile à jouer au global dans les decks rouges que Expérimental Synthétiseur où si vous jouez pas un petit peu avec les Arthos, la carte reste bien, mais c'est pas non plus staple obligatoire, quoi. Thermo-Alchemist qui est là pour représenter un peu tous les pingers ainsi que Gutter Snipe. Je vous ai mis les 2 meilleurs, mais il y en a plein d'autres qui sont bien. C'est des stratégies vraiment très viables en rouge X ou même en mono rouge de pinguer en lançant plein de spells, etc. Simian Spirit Guide, un mana gratuit comme ça gratuit, on ne peut pas s'en passer. Évidemment, c'est très très bon. Et le Olifant pour les mêmes raisons invoquées précédemment pour tout ce qui se recycle. En vert, on a la ribambelle d'elfes à mana, hein, Arbor Elf, Boreal Druid, Elvish Mystic, Finder Elf, Lanoir Elf, Wild Gross qui n'est pas un elfe, mais t'as capté, c'est pour un mana, on fait du mana. On a également les rampeurs à 2, Farsic, Malévolent Rumble qui est un piocheur / rampeur à 2 qui est extraordinaire, Nature's Lore, Rampante Grosse, Sakura Tribuilder, Trivisit. On a évidemment des bons petits drop 3, Jewel Thief, Lanoir, Visionary, et alors je sais pas pourquoi il se met là-dedans. Ah oui, parce qu'il est corrélé avec le Devoid. Eldrazi Reposer, mais bon, techniquement c'est une carte verte.
puisque vous allez avoir du mal à caster Eldrazi Reposer si vous jouez pas du vert. Des bonnes bêtes bien midrange comme on aime, Bannerite Cruciok, Entourage of Trest qui vous donne le monarque, Owlbear qui fait piocher une carte, 4-4 Trample, c'est bien, le Ent qui se joue aussi bien en recyclage que en créature, des petites gestions avec Lignify et Bushwhack qui fait aussi office de vous trouver votre couleur ou des landes tout simplement. Très très bon la sélection en vert, même si c'est une couleur un petit peu en deçà. Je pense que vert et blanc sont les couleurs les moins bien du format. Bleu est bon troisième, pas loin des deux premiers. Et ensuite on a rouge-noir qui se tire un petit peu la bourre. Mais évidemment quand vous mélangez les couleurs, vous changez un petit peu l'ordre établi. En artefact, seulement deux du coup, hein, pas celui-ci. Lotus Pétale qui est surveillé, qui à mon avis ne passera pas l'hiver et est une carte qui finira par être bannie dans le format parce que c'est un petit peu gratuit, c'est un peu fort. Comme Fire, qui est une tech de side de Pauper, que je suis content de l'avoir joué dans beaucoup de decks. Pour un mana, vous la jouez, pour un mana, vous l'engagez pour gagner 2 points de vie. C'est très bien pour tenir contre aggro, parce que les decks aggro sont très aggro dans le format. Et pour 2, on peut exiler comme Fire pour mettre tous les commandants qu'on contrôle depuis notre command zone dans notre main ou depuis notre cimetière. Ce qui permet en fait de reset la taxe de commandant. Donc quand il commence à coûter trop cher, vous bazardez votre campfire pour récupérer votre commandant pour pas cher et le caster une fois de plus pour seulement son coût. Ensuite, il repartira en command zone. Je vous ai mis une petite sélection de land. Bon, je me doute que Command Tower, vous savez que c'est staple du format, évidemment. Mais Pass of Ancestry, je pense que des gens vont se dire « Ah ouais, mais si je joue pas spécialement tribal avec mon commandant, je vais pas le jouer. » En fait, comme ça marche avec votre commandant, c'est déjà très bien. C'est mieux que la plupart des lands que vous allez jouer, qui sont des bilands, donc pas ouf, comparé à un petit Scry 1 sur votre cast de commandant que vous allez faire plusieurs fois dans la partie. Bojuka Bog, bon ça c'est que dans les decks qui jouent du noir, mais n'hésitez pas à jouer dès que vous jouez du noir en Bojuka Bog, c'est excellent d'exiler les cimetières et d'avoir juste un petit land tap, c'est pas très gênant. Ash Barrens, si vous ne connaissez pas, mais si vous jouez en multi, à mon avis, vous connaissez, c'est super aussi, parce que ça peut arriver d'étapes où ça peut vous fetcher le land qui vous manque. Et Escape Tunnel, très très bien aussi dès que vous jouez des bêtes qui est intéressant de rendre imbloquable. Pareil, ça va être souvent mieux qu'un bilan un peu retard parce que ça va vous fixer ou en late game vous rendre une bête imbloquable pour vous mettre les derniers points et ça c'est très très bon. Vous le jouez pas, je pense quand même si vous jouez monocolore le Escape Tunnel, à moins que votre commandant marche particulièrement avec, mais sinon c'est assez free dans beaucoup de decks. Ça conclut cette vidéo, je vous présente quelques staples et quelques commandants, j'espère que ça vous a plu et que c'est ce que vous recherchiez peut-être quand vous vous intéressez au format. La prochaine fois, je vous montrerai quelques decklists un petit peu sexy du format, mais je voulais pas tout mettre non plus dans la vidéo pour que vous ayez le temps de découvrir le build de votre côté. Je vous ferai également du gameplay dans les semaines qui arrivent, je ne sais pas quand. À mon avis, il y aura eu le tournoi avant que je fasse du gameplay, mais si j'ai le temps de vous en faire avant, bien évidemment que ce sera fait. Je vous fais des bisous, n'hésitez pas à découvrir ce format, en parler autour de vous, dans vos local game stores, dans vos assos, c'est trop cool. Vous allez vous régaler et un deck coûte en moyenne entre 30 et 50 euros quand vous avez 0 carte. Donc franchement, foncez. Et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde.